Travestir, voilà l'occupation favorite de Baudelaire, travestir son corps, ses sentiments et sa vie. Il poursuit l'idéal impossible de se créer lui-même. Il ne travaille que pour ne se devoir qu'à soi. Il veut se reprendre, se corriger comme on corrige un tableau ou un poème. Il veut être à lui-même son propre poème, et c'est là sa comédie. Nul n'a plus profondément vécu dans sa contradiction insurmontable, l'activité créatrice. Le créateur n'a-t-il pas pour but en effet de produire sa création comme une émanation, comme la chair de sa chair, et ne souhaite-t-il pas en même temps que cette partie de lui-même se tienne devant lui comme une chose étrangère? Et Baudelaire ne veut-il pas être le créateur radical, puisque c'est sa propre existence qu'il essaie de créer? Mais à cet effort même, il impose sournoisement des limites. Lorsque Rimbaud tente à son tour de devenir son propre auteur et qu'il définit sa tentative par son fameux « je est un autre », il n'hésite pas à opérer une transformation radicale de sa pensée. Il entreprend le dérèglement systématique de tous ses sens. Il brise cette prétendue nature qui tient de sa naissance bourgeoise et qui n'est qu'une coutume. Il ne joue pas la comédie, il s'efforce de produire pour de bon des pensées et des sentiments extraordinaires. Baudelaire, lui, s'arrête en chemin, il prend peur devant cette solitude totale, où vivre et inventer ne font qu'un, où la lucidité réflexive se dilue dans la spontanéité réfléchie. Rimbaud ne perd pas son temps à prendre la nature en horreur, il la casse comme une tirelire. Baudelaire ne casse rien du tout, son travail de créateur est seulement de travestir et d'ordonner. Il accepte toutes les suggestions de sa conscience spontanée. Simplement, il veut les retravailler un peu, forçant ici, allégeant là. Il n'ira pas rire à plein gosier s'il a envie de pleurer. Il pleurera plus vrai que nature. Voilà tout. L'aboutissement de la comédie sera le poème qui lui offrira l'image repensée, recréée, objectivée du sentiment qu'il a éprouvé à demi. Baudelaire est pur créateur de forme. Rimbaud crée forme et matière. Ces précautions ne suffisent pas. Baudelaire prend tout de suite peur devant son autonomie. Le dandysme, l'artificialisme et la comédie visaient à le mettre en possession de lui-même. Tout d'un coup, l'angoisse le saisit. Il abdique et ne souhaite plus qu'être une chose inanimée dont les ressorts soient extérieurs. Parfois, c'est son hérédité physiologique qu'il charge de le soulager de sa liberté. Je suis malade, j'ai un tempérament exécrable par la faute de mes parents, je m'effiloche à cause d'eux. Voilà ce que c'est que d'être l'enfant d'une mère de 27 ans et d'un père de 72. L'union disproportionnée, pathologique, sénile. Pense donc 45 ans de différence. Tu me dis que tu fais de la physiologie avec Claude Bernard. Demande donc à ton maître ce qu'il pense du fruit hasardeux d'un tel accouplement. On remarquera ce mélange de passion et de précaution. Il faut que sa démission, son abandon total au corps et à l'hérédité soit sanctionné par un juge. Il s'adresse aussitôt à Claude Bernard, mais pour que le verdict soit plus écrasant, il vieillit son père de 10 ans. Ainsi pourra-t-il échapper à la malédiction physiologique quand l'envie lui reprendra. La sentence de l'expert sera terrible, elle lui fera tout juste la peur qu'il souhaite ressentir, mais cette peur ne sera pas tout à fait réelle, puisque son procès est instruit sur des pièces qu'il a lui-même falsifiées. Nous retrouvons ici le mécanisme que nous avons décrit plus haut. Baudelaire se réserve toujours une issue. D'autres fois, il a recours au diable. Il écrit à Flaubert en 1860 « De tout temps, j'ai été obsédé par l'impossibilité de me rendre compte de certaines actions ou pensées soudaines de l'homme, sans l'hypothèse de l'intervention d'une force méchante extérieure à lui. Et dans les petits poèmes en prose, j'ai été plus d'une fois victime de ces crises et de ces élans qui nous autorisent à croire que des démons malicieux se glissent en nous et nous font accomplir à notre insu leur plus absurde volonté. L'esprit de mystification participe pas beaucoup de cette humeur, hystérique selon les médecins, satanique selon ceux qui pensent un peu mieux que les médecins, qui nous pousse sans résistance vers une foule d'actions dangereuses ou inconvenantes, dans le mauvais vitrier. La mystification, les actes gratuits, deux des rites essentiels du dandysme, deviennent brusquement le résultat d'impulsions maudites et extérieures. Baudelaire n'est plus qu'un pantin dont on tire les ficelles, c'est le repos, le grand repos de la pierre et des êtres inanimés.
Peu importe au fond qu'il attribue ses actes au diable ou à l'hystérie, l'essentiel c'est qu'il n'en soit pas la cause mais la victime. Après cela, notons qu'il a, comme de coutume, laissé une porte ouverte, il ne croit pas au diable. En bref, il ne néglige rien pour transformer à ses propres yeux sa vie en destin. Cela n'arrive, Malraux l'a bien montré, qu'au moment de la mort. Et disait la sagesse grecque qui peut se dire heureux ou malheureux avant de mourir. Un geste, un souffle, une pensée peuvent soudain changer le sens de tout le passé. Telle est la condition temporelle de l'homme. Baudelaire a horreur de cette responsabilité qui le charge soudain du fardeau de tout son passé. Il ne veut pas être soumis à cette loi d'airain qui fait que notre conduite présente modifie à chaque minute nos actes anciens. Pour que le passé soit définitivement ce qu'il est, inaltérable et imperfectible, pour que le présent même troque sa verdeur et son inquiétante disponibilité contre l'immuabilité des années écoulées, il choisira de considérer sa vie du point de vue de la mort, comme si une fin prématurée l'avait soudain figé. Il feint de s'être tué, et s'il taquine souvent l'idée du suicide, c'est aussi parce qu'elle lui permet d'envisager à chaque instant qu'il vient d'arrêter sa vie. À chaque instant, vivant encore, il est déjà de l'autre côté de la tombe. Il a fait l'opération dont parle Malraux, son irrémédiable existence. Et là, sous ses yeux, comme une destinée, il peut tirer un trait, faire la somme. À chaque instant, il se met en position d'écrire des mémoires de ma vie morte. Ainsi, le libre et fier coupable, le don Juan des enfers, le rebelle était toujours et au même moment le poète maudit, la marionnette du diable, l'enfant pourri et condamné d'un couple disproportionné et surtout la victime crucifiée d'une fatalité à l'antique. Cette fois, plus personne ne le regarde et il veut ignorer que c'est son propre regard qui le fige. Mais sous la nouveauté perpétuellement renouvelée de son existence, il discerne une figure fixe et irrémédiable qu'il nomme son être. Un navire pris dans le pôle comme un piège de cristal, cherchant par quel détroit fatal il est tombé dans cette géole. Ainsi peut-il une fois de plus jouer sur deux tableaux. Son sentiment de la liberté lui rend à tout moment moins insupportable l'inaltérabilité sans recours de son destin, mais sa certitude d'avoir un destin est l'excuse perpétuelle qu'il donne de ses fautes et la ruse qu'il a choisie pour alléger le fardeau de son autonomie. Si la mort est partout présente dans son œuvre, si plus encore que la vie, elle le tient par les liens subtils, c'est d'abord qu'elle est appelée par son sens aigu de l'unicité, car rien n'est unique que ce qui se passe, ce que jamais on ne verra deux fois. Mais du seul fait qu'elle doit finir, cette existence lui paraît déjà finie. S'il faut qu'elle s'achève, peu importe que ce soit demain plutôt qu'aujourd'hui, le terme est déjà là, dans le moment présent. Et du coup, tout ensemble passé comme dans l'illusion de fausse reconnaissance, même à l'instant qu'il est en train de vivre. Mais si la vie au présent est celle de la spontanéité, de l'imprévisible et de l'inexplicable, la vie au passé est celle des explications, des enchaînements de causes, des raisons. Et Baudelaire, qui balance entre le sentiment que tout est irréparable et celui que tout peut encore commencer, s'arrange à chaque instant pour sauter de l'un à l'autre au mieux de ses intérêts. Car il ne suffit pas de dire qu'il a usé de subterfuges intellectuels pour donner à sa vie une couleur fanée. Il a opéré délibérément une conversion radicale. Il a choisi d'avancer à reculons, tourné vers le passé, accroupi au fond de la voiture qui l'emporte et fixant son regard sur la route qui fuit. Peu d'existence plus stagnante que la sienne. Pour lui, à 25 ans, les jeux sont faits, tout est arrêté. Il a couru sa chance et il a perdu pour toujours. Dès 46, il a dépensé la moitié de sa fortune, écrit la plupart de ses poèmes, donné leur forme définitive à ses relations avec ses parents, contracté le mal vénérien qui va lentement le pourrir, rencontré la femme qui pèsera comme du plomb sur toutes les heures de sa vie, fait le voyage qui fournira toute son œuvre d'images exotiques. Il y a eu comme une brève flambée, une de ces secousses dont il parle si souvent, et puis le feu s'est éteint. Il ne lui reste plus qu'à se survivre. Bien avant qu'il atteigne la trentaine, ses opinions sont faites. Il ne fera plus que les ruminer. On a le cœur serré lorsqu'on lit Fusée, ou Mon cœur mis à nu,
Rien de neuf dans ces notes rédigées vers la fin de sa vie, rien qu'il n'ait 100 fois dit et mieux dit. Inversement, la fanfarle, œuvre de prime jeunesse, frappe de stupeur. Tout est déjà là, les idées et la forme. Les critiques ont souvent noté la maîtrise de cet écrivain de 23 ans. À partir de là, il ne fait que se répéter. Avec sa mère, ce sont toujours les mêmes querelles, les mêmes plaintes, les mêmes serments avec ses créanciers, toujours les mêmes luttes, avec Ansel, toujours les mêmes débats d'argent. Il retombe toujours dans les mêmes fautes et porte sur elle les mêmes condamnations. Au sein du désespoir, il est illuminé par les mêmes espérances. Il écrit sur les œuvres des autres, il reprend ses anciens poèmes et les travaille. Il s'enchante de 1000 projets littéraires dont les plus anciens remontent à sa jeunesse. Il traduit les contes d'Edgar Poe, mais ce créateur ne crée plus. Il rapetasse, sans déménagement et pas un voyage. Il n'a même pas la force de s'installer à Honfleur. Les événements sociaux glissent sur lui sans le toucher. Il essaie un peu agité en 48, mais il n'a manifesté aucun intérêt sincère pour la Révolution. Il voulait seulement qu'on mît le feu à la maison du général au pic. Au reste, il s'est vite replongé dans ses rêves moroses de stagnation sociale. Il se défait plutôt qu'il n'évolue. D'année en année, on le retrouve identique, plus vieux, simplement plus sombre, l'esprit moins ample et moins vif, le corps plus délabré. Et la démence finale, pour qui l'a suivi pas à pas, apparaît moins comme un accident que comme l'aboutissement nécessaire de sa déchéance. Cette longue et douloureuse dissolution fut choisie. Baudelaire a choisi de vivre le temps à rebours. Il a vécu à une époque qui venait d'inventer l'avenir. Jean Cassou a montré en 1848 dans Anatomie des révolutions l'immense courant d'idées et d'espoir qui portait les Français vers le futur. Après le XVIIe siècle qui redécouvrait le passé et le XVIIIe qui faisait l'inventaire du présent, le XIXe croyait avoir dévoilé une nouvelle dimension du temps et du monde. Pour les sociologues, pour les humanistes, pour les industriels qui découvrent la puissance du capital, pour le prolétariat qui commence à prendre conscience de lui-même, pour Marx et pour Flora Tristan, pour Michelet, pour Proudhon et pour George Sand, l'avenir existe. C'est lui qui donne son sens au présent. L'époque actuelle est transitoire. Elle ne se comprend vraiment que par rapport à l'ère de justice sociale qu'elle prépare. On se rend mal compte aujourd'hui de la puissance de ce grand fleuve révolutionnaire et réformiste. Aussi apprécie-t-on mal la force que Baudelaire dut déployer pour nager à contre-courant. S'il se fut abandonné, il était emporté, contraint d'affirmer le devenir de l'humanité, de chanter le progrès. Il ne l'a pas voulu. Il est le progrès, parce que le progrès fait de l'état futur d'un système la condition profonde et l'explication de son état présent. Le progrès, c'est le primat de l'avenir, et l'avenir justifie les entreprises à longue échéance. Baudelaire, qui ne veut rien entreprendre, tourne le dos à l'avenir. Quand il imagine celui de l'humanité, c'est pour lui donner la forme d'une dissolution fatale. Le monde va finir. La seule raison pour laquelle il pourrait durer, c'est qu'il existe, que cette raison est faible comparée à toutes celles qui annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci. Qu'est-ce que le monde a désormais à faire sous le ciel, dans Fusée ? Ailleurs, il rêve à la destruction de nos races d'Occident. Quant à son avenir personnel, s'il l'envisage parfois, c'est sous l'aspect d'une catastrophe. Je ne suis pas positivement vieux, écrit-il en décembre 55, mais je puis le devenir prochainement. En 59, il revient à la charge. Si j'allais devenir infirme ou sentir mon cerveau dépérir avant d'avoir fait tout ce qu'il me semble que je dois et puis faire, et ailleurs encore, il y a plus grave que les douleurs physiques, c'est la peur de voir s'user, péricliter et disparaître dans cette horrible existence pleine de secousses, l'admirable faculté poétique, la netteté d'idées et la puissance d'espérance qui constituent en réalité mon capital. Pour lui, la dimension principale de la temporalité, c'est le passé. C'est elle qui donne son sens au présent, mais ce passé n'est pas une préfiguration imparfaite, ni non plus l'existence antérieure d'objets simplement égaux en dignité et en puissance à ceux que nous connaissons. Le rapport du présent au passé, c'est le progrès à rebours, c'est-à-dire que l'ancien détermine le neuf et l'explique exactement comme pour Comte, le supérieur explique et détermine
l'inférieur, Auguste Comte. Le finalisme, impliqué par la notion de progrès, n'a pas disparu chez Baudelaire, bien au contraire, mais il est inversé. Dans le rapport progressiste de finalité, c'est la statue future qui explique et détermine l'ébauche que le sculpteur façonne présentement. Chez Baudelaire, la statue est logée dans le passé, et c'est du passé qu'elle explique à ses ruines présentes les grossières contrefaçons qui visent à la reproduire. Le système social qui a sa faveur est tel dans sa hiérarchie parfaite et rigoureuse qu'il ne tolère pas la moindre amélioration. S'il s'altère, c'est qu'il se corrompt, et dans l'individu, pareillement, la durée ne peut engendrer que la sénilité et la décomposition. C'est Gellhardt, je crois, qui, parlant des Romains du 5e siècle, les décrivait errant dans une ville trop grande pour eux et remplie de splendeurs décrépites, de monuments insignes et mystérieux qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni refaire, et qui témoignaient à leurs yeux de l'existence d'ancêtres plus savants et plus habiles. Voilà, à peu de choses près, le monde où Baudelaire a choisi de vivre. Il s'est arrangé pour que son présent fût hanté par un passé qui l'écrasa. Il ne s'agit pas d'ailleurs, et c'est la différence essentielle entre ce sentiment et celui du progrès, d'une déchéance continue et telle que chaque instant soit inférieur à l'instant précédent. Mais ce qui compte plutôt, c'est qu'une forme exquise et inégalable soit apparue une fois dans les brouillards reculés d'une vie ou de l'histoire, et que toutes les entreprises individuelles, toutes les institutions de la société en soient des images indignes et coupables. Baudelaire a souffert profondément du succès de l'idée de progrès, parce que l'époque l'arrachait à la contemplation du passé et lui tournait de force la tête vers l'avenir. Pour lui, en le tirant ainsi, on lui faisait vivre le temps à rebours. Il se sentait aussi maladroit et gêné dans cette situation qu'un homme qu'on voudrait faire marcher à reculons. Il n'a trouvé de repos qu'à partir de 52, lorsque le progrès, à son tour, est devenu un rêve mort du passé.